C'est bien la première fois qu'il fait des étincelles avec sa bite. Et on bandera quand on aura envie de bander. C'est drôle. Comment que tu parles comme ça, hein? Un bonhomme, substantif masculin et adjectif, selon le dictionnaire, c'est un homme bon, vertueux, d'un comportement favorable, agréable à autrui. Alors pourquoi, quand on entend, Ils vont voir si je suis pas un bonhomme. on a l'impression que ça veut dire autre chose? Bonjour, c'est Victoire de la Maisonneuve et vous écoutez Bonhomme, le podcast sur les nouvelles masculinités du magazine GQ. Dans ce nouvel épisode, on reçoit Mathieu Longat, que vous connaissez sous le nom de Bonjour Tristesse sur YouTube dans ses chroniques énervées. En ce moment, il est presque calme quand il joue son one-man show République à Paris. Alors j'en ai profité pour discuter avec lui et lui demander sa définition du bonhomme. C'est quoi pour moi être un bonhomme? Pour moi être un bonhomme, c'est, je sais pas, ne pas se laisser rabaisser par les autres, ne pas ressentir le besoin de rabaisser les autres, et les meilleurs, les plus gros bonhommes en général, ils supportent même pas de pouvoir voir quelqu'un se faire rabaisser sous leurs yeux, quel qu'il soit. Mais ça, c'est pour moi le level final du bonhomme. Toi, t'es un bonhomme? Je sais pas, j'essaie. Pour moi, être un bonhomme, c'est aussi pouvoir dire ce que tu penses tout le temps. Sur cette case-là, je suis pas trop mauvais, j'ai plus trop de progrès à faire. Être un bonhomme, c'est aussi ne pas trahir, j'essaie de pas être quelqu'un qui trahit. Du moins, j'essaie de tendre à être un bonhomme, ou la définition que je m'en fais en tout cas. Après, être un bonhomme, pour moi, c'est aussi... c'est marrant parce que je trouve qu'au fur et à mesure de la vie, le rapport, il évolue. C'est-à-dire que, par exemple, au collège, c'est beaucoup être capable de se battre. C'est quasiment ton seul repère de qu'est-ce qu'est un bonhomme. Et c'est vrai qu'en vieillissant, en étant adulte, moi je trouve que, par exemple, d'apprendre à assumer ses émotions et d'être capable, par exemple, de les vivre publiquement, sans que ça te blesse ton petit ego ou ta petite germe de virilité, c'est aussi ça, être un bonhomme. Genre, d'être capable de pleurer parce qu'un film te rend triste, alors que tu n'es pas quelqu'un de soumettable. Je trouve ça beau. Moi, j'aime beaucoup les gens qui assument leurs émotions publiquement, quoi. Et ça t'arrive de pleurer en public, toi, par exemple? Ou de pleurer et de l'assumer? Rarement, mais je commence de plus. Je sais que j'apprivoise de mieux en mieux mon rapport, le fait d'assumer mes émotions, au fait que, par exemple, je suis plus sensible qu'avant, quoi. Sur une chanson ou sur un film, allez, ça coule pas encore, mais des fois ça monte, ça y est, et j'assumerai de le faire. T'as un film ou une chanson là récemment où tu t'es dit ah ça vient, je suis trop ému ou... Récemment non, mais je crois que j'en ai déjà parlé dans je sais plus quoi, mais La mort de Chaussette dans Danse avec les loups est pour moi un traumatisme d'enfance, voilà. Mais il y en a eu. Ouais, il y en a eu quelques-uns. C'est bizarre, les animaux, on assume beaucoup plus de... Inexplicable ce truc-là. Horrible. C'est vrai ça, alors que tout le film, ça massacre des Indiens à tour de bras. C'est qui les bonhommes autour de toi dans ta vie? Dans les bonhommes, il y a eu... Mais je crois que pour tout le monde, il y a eu le père, voilà. Et après, je sais pas. Pour moi, les bonhommes, c'est les gens que j'aime, qui ont été autour de moi, que j'ai aimé ou que j'aime et qui m'ont pas trahi. C'est aussi ça, être un... Ouais, voilà. Tous les gens que j'aime et qui m'ont pas trahi, je les considère comme les bonhommes de ma vie. Et est-ce qu'aujourd'hui, t'as des modèles, que ce soit au cinéma, en tant qu'artiste, ou que les gens connaissent et qui peuvent nous évoquer quelque chose de bonhomme? Où tu peux me dire, tiens, lui, par exemple, j'imagine que c'est un bonhomme, c'est sûr. Ouais, mais après, je l'ai pas connu. Mais Patrick Devers, pour moi, c'était vraiment un bonhomme. Coluche, c'était un vrai bonhomme. Pourquoi? Patrick Devers, dans le don qu'il a fait de lui-même pour son art, dans la manière absolue de vivre quelque chose, parce que j'ai aussi un rapport à la liberté. Pour moi, être un bonhomme, c'est aussi être libre, quoi. C'est même quasi que ça. C'est ce qui est le plus englobant, en tout cas, je pense, c'est ça. Et pareil, être capable de dire ce qu'on pense, il avait cette capacité à être simple, à expliquer simplement ce qu'il pensait. Et après Coluche pour son engagement politique et pour avoir eu aussi le courage de se confronter à des problématiques impossibles, genre la faim, les restos du cœur, etc., quoi. Ou de se l'être tenté pour la présidentielle, fallait vraiment être un bonhomme. Apparemment même lui, ça lui avait fait 2 gouttes dans le froc. On a de recevoir des coups de fil pas sympas. Alors, ce que j'imagine être important dans la vie d'un homme, c'est la formation quand t'es un petit garçon et que tu t'identifies ou pas. Est-ce que tu te souviens du petit garçon que t'étais? T'étais comment? Ouais, moi j'étais petit garçon. Je pense que le profil petit frère il joue là-dessus, parce que moi je considère que la place dans la famille elle joue beaucoup. On n'en parle jamais, mais pour moi les aînés ils sont très très défavorisés par rapport aux petits frères par exemple, parce qu'il y a tout un apprentissage qui est fait. En gros, on apprend beaucoup par mimétisme en tant que petit frère. Du coup, moi j'étais un peu ce que je suis maintenant. J'ai pas beaucoup changé. J'étais grande gueule. J'aimais bien faire mon intéressant. J'aimais beaucoup rigoler et j'aimais la présence des gens plus vieux, toujours depuis tout petit. Voilà. Et t'étais ce qu'on attend d'un petit garçon. T'étais plutôt dans les cases. Tu t'es pas posé de questions sur qui tu devais être, comment tu devais être. Non, pas trop, ouais, ça se faisait. J'avais pas trop de questionnement existentiel. Ouais, non, j'étais, je pense, à peu près dans
dans la norme, quoi. Pas plus grande gueule et plus chieur, entre guillemets. Enfin, il y avait, une... Comment espiègle, voilà, j'étais un enfant espiègle. Tu parles dans ton spectacle de la dure jungle du collège, que ça a pu être le désir de vanner les autres pour se faire une place. Au collège, c'était quoi les codes de la masculinité auxquels tu répondais, auxquels tes amis répondaient? Je sais pas, j'avais pas trop de... Ouais, pour moi, le collège, c'est une période qui est passionnante sociologiquement et c'est une période de formation incroyable. Moi, je vois le collège comme une partie d'échecs qui recommence tous les jours. Et à chaque fois, tu peux te retrouver sans amis, à te faire tabasser, à devenir le rebut des autres. Bref, pour moi, c'est... C'est une vie en accéléré, quoi. Ouais, de ouf. Après, je trouve ça très intense émotionnellement et je sais qu'il y en a que ça traumatise. Moi, j'ai de la chance, c'est plutôt bien passé le collège, mais je pense qu'en tout cas, c'est très très formateur intellectuellement et socialement le collège. Après, moi, je me suis toujours positionné plus par rapport à la vanne que par rapport au virilisme absolu. Moi, schématiquement, parce que ça n'a jamais été aussi simple, mais souvent je me retrouvais avec ceux qui étaient le plus considérés comme des bonhommes au sens viril, parce que moi j'étais celui qui vannait et qui faisait rire, et du coup ils m'aimaient bien avoir avec eux, et du coup on me faisait pas trop chier parce que j'étais avec ceux qui se battaient le mieux en général. Mais tu te sentais pas viril? Est-ce que la vanne c'était une compensation en fait, de dire ok, moi j'ai pas les grosses épaules et je fais pas peur aux autres, du coup je vais faire rire? Après au collège j'avais vraiment tous les gabarits bagarreurs. Il y avait des petits qui créaient des surprises et tout avec d'autres gabarits. Après moi j'étais pas fondamentalement un bagarreur. Fallait vraiment j'ai du mal, et encore maintenant j'ai toujours du mal à mettre le premier coup, et en fait c'est embêtant parce que dans les bagarres dans la rue le premier coup c'est 90% du gagnant. Donc je sais pas si c'était une compensation. Après j'ai été éduqué quand même avec l'idée que les coups c'était l'arme des faibles, et qu'en général quand on réfléchissait il y a toujours une issue plus intelligente que les coups. Ouais, que c'était la dernière arme, quoi, que c'était l'arme du désespoir, les coups. Du coup, j'ai toujours eu un rapport au langage particulier, et j'ai toujours trouvé ça plus noble de terminer quelqu'un à la vanne et de rendre quelqu'un muet par la vanne que par des coups dans la figure, ça c'est sûr. Après, quand il a fallu, je me suis battu un peu, mais... T'as jamais été timide, du coup? C'est pas que je suis bipolaire, mais moi je suis très particulier parce qu'en gros je suis un timide extraverti, c'est-à-dire quand je vais rentrer dans un groupe systématiquement je suis plutôt timide, je suis plutôt observateur, même si j'ai une vanne elle va sortir toute seule, mais je vais la dire timidement, et une fois installé dans un groupe en général je fais plutôt partie des plus extravertis, et j'ai toujours eu ça je crois, depuis le petit, mais je l'ai encore beaucoup adulte ce truc-là. Et avec tes potes au collège, les bonhommes ou les autres, c'était quoi vos références communes masculines à l'époque? Ou alors est-ce qu'elles étaient différentes, mais est-ce qu'il y avait des mecs Je suis en train de réfléchir, il y a des codes qui venaient du rap forcément, donc Booba entre autres, mais au collège du moins c'était l'époque Booba temps mort, donc Booba entre autres. Après il y a des figures du foot, pour moi par exemple Zidane c'est v'là le bonhomme, je respecte beaucoup, pour moi Zidane il a un truc de bonhomme dans l'écart entre son talent et son humilité, dans son ratio talent-humilité, et dans sa posture, mais ça se voit même à sa tenue de coup. Voilà, Zidane il est très poli, ça se voit il est trop poli, mais un mot de trop, tu vas prendre un vrai coup de plafond et il n'y aura pas un mot, c'est tout. En plus j'aime bien les bagarreurs comme ça moi, qui disent pas un mot, mais une fois que t'as vraiment passé la limite, paf, voilà, terminé. Et du coup c'est des références Booba, Zidane, c'est des références qui sont valables pour toi aujourd'hui? Est-ce que tu comprends pourquoi tu t'identifiais? Zidane, j'imagine que oui. Zidane c'est resté, après Booba son parcours il a beaucoup évolué depuis, mais il y avait un truc de réussir contre tous, de réussite à indé qui me parle encore beaucoup, et j'ai beaucoup... j'essaie de construire mon chemin artistique comme un bonhomme et sans baisser mon froc, et ça reste, et je pense on dirait que je suis condamné à l'indé moi, même quand je fais des trucs plus... Bon, bref. Mais quand tu dis indé, c'est l'indépendance, c'est le faire de ton... Ouais, c'est le faire de mon côté sans être contraint, et jusqu'ici sans l'aide pas d'institutions, mais de gens plus puissants que toi qui t'aident à avancer, quoi. Mais t'acceptes d'autres formes d'aide? Ouais, et puis même maintenant, moi j'ai jamais été... Pour moi l'indépendance c'est pas être seul, et j'ai eu un parcours dans le cinéma indé avec un film notamment qui s'appelait Donoma, et où j'ai vu, du coup j'ai analysé la position de l'auteur et sa manière de gérer l'indépendance, j'ai beaucoup appris de l'indépendance à ce moment-là, et c'est vrai que de cette période j'ai retenu que l'indépendance c'est pas la solitude. En gros l'erreur de certains indépendants c'est de se finir seul, alors que en vrai c'est d'avoir toujours la liberté de choix et de savoir s'entourer de gens bienveillants qui vont pas venir mettre le nez dans le jus artistique, quoi, qui vont juste être à travailler avec toi sur l'accompagnement, sur la diffusion du jeu artistique. Mais du coup, pour moi, l'indépendance, c'est toujours c'est réussir à s'entourer en restant libre, mais je pense plus du tout que ce soit être seul. Je pense que c'est l'erreur de l'indépendance même d'être seul. Et t'avais des passions, le foot, j'imagine? Ouais. Que t'as encore? Ouais, le foot, la politique, beaucoup.
Déjà plus jeune ? Ouais, très jeune. En gros, moi, schématiquement, mais c'est un peu pour rire quand même. Passion, la politique, c'est drôle. Ma passion, c'est la politique. J'étais passionné politique, mais je lisais aussi beaucoup. J'étais passionné de politique et de foot. Et puis à 15 ans, après, j'ai commencé le shit. Et j'ai plus ou moins échangé la lecture contre le shit et le football pour l'amour. Voilà. Après, le shit, ça peut révéler d'autres passions. Absolument, mais je bouffe beaucoup moins de foot qu'avant, parce que après, j'étais vraiment un zinzin. Genre, j'étais le jouet de mon grand frère, je connaissais les gagnants de la Coupe du Monde depuis 1930, j'étais son pitre, il me faisait des questionnaires. J'avais une fixette sur le football, je connaissais tous les joueurs par cœur. Bref. Ça va beaucoup mieux, je regarde moins de matchs. Voilà. Et j'ai fait de l'improvisation théâtrale, on avait commencé au collège, et après, du coup, j'avais été élu meilleur joueur du tournoi, et du coup, j'avais été sélectionné par les juniors de Trappes, qui était une équipe d'impro qui est pas professionnelle, mais qui était l'équipe championne de France à l'époque, donc c'était professionnalisant. Et au final, on est plein à être sortis de là, parce que mon premier prof d'impro, c'était Arnaud de sa mère, il y a Issa Doumbia aussi, il y a Laurie Perret, là, qui joue au République aussi, qui vient des juniors de Trappes. Et ouais, ça a été ma première école du jeu, quoi. Et j'ai lu une anecdote où foot et théâtre se sont un peu croisés. T'avais une troupe de théâtre, mais tu devais jouer pour un concours, il y avait une représentation et il y a eu un match de foot. C'est ça, c'est qu'on était vraiment déjà énormément des branleurs et on avait montré, après coup, à 17 ans, on avait monté notre propre association, on jouait dans les cafés-théâtres parisiens, mais le soir de la 10e, je sais plus, c'était France-Brésil 2006 et nous ne sommes pas venus à notre propre spectacle, voilà. C'était la fin de notre groupe. Que des numéros 10 dans ma team. Tes idées politiques ou ton envie de déconstruction au sujet de la politique, ça t'a été transmis ou c'est un jour la télé ou c'est... Non, ce qui m'a été transmis, moi, c'est le goût du débat. En famille, on débattait beaucoup, mais il y avait des gens de droite, des gens de gauche, il y avait vraiment de tout. Je pense que si on prend l'ensemble de ma famille, ça penche plutôt à droite. Après, c'était vraiment le goût du débat à table, le fait de pouvoir discuter avec des gens avec lesquels tu n'es pas d'accord. Et après, je sais pas d'où ça me vient le gauchisme. Moi j'ai une famille particulière parce que le premier livre, on a tous des prénoms d'apôtres, personne n'est croyant. Le premier livre qu'on m'a lu, c'est la Bible, et on n'est pas croyant, alors qu'on n'est pas baptisé. Du coup, je sais pas, peut-être que j'ai semé des trucs. Forcément dans la lecture, moi je crois à la lecture fort, je sais ce qui m'a sauvé dans la vie, c'est de lire énormément entre 6 ans et 12 ans. Je pense que ma vie s'est décidée là-dessus. Je lisais de tout, mais en gros, moi j'ai beaucoup bouffé Mais après, je sais pas, parce que mon grand frère, par exemple, c'est quelqu'un de plus gentil que moi, et il a moins lu que moi, donc ça veut pas tout dire, mais j'ai beaucoup bouffé de la mythologie grecque et des trucs qui sont aussi assez, c'est vrai, assez normés en termes de posture, de valeurs, etc. En fait, c'est bourré de valeurs, d'aventures, à moralité, la mythologie grecque et même la littérature française. Voilà, je crois que les deux premiers livres qu'on m'a lus, c'est la Bible et Les Misérables. Alors, après, t'es mort, si tu finis pas gauchiste, c'est qu'il n'y avait pas d'espoir. Des beaux tableaux, là. Tu viens juste de dire que t'étais pas gentil. Si, je suis très gentil. J'ai dit mon grand frère, il est encore meilleur que moi. Mais c'est... Non, je suis pas. Si, je sais pas si je suis gentil. Je sais pas si je suis gentil. Je sais que je suis jamais méchant volontairement. Voilà. Donc après, des fois, tu peux faire souffrir, je pense, indirectement ou involontairement dans la vie. Mais j'ai pas trop de sac à dos de pierre de culpabilité sur mes épaules, un peu du collège, parce que je sais mais on se rend pas compte, donc j'arrive à me pardonner. Au collège, c'est sûr, j'ai fait souffrir des gens avec la vanne, par exemple, jamais avec les coups, j'ai jamais acculé des gens à 20, j'ai toujours détesté, ça m'a toujours provoqué des crises d'angoisse, enfin, pas physiquement, mais genre, j'ai jamais supporté, voir 3 personnes racketter quelqu'un, voir 10 personnes en train de se moquer j'ai jamais été du tout là-dedans, mais c'est vrai que la limite de la vanne, tu la prends entre le collège, le lycée et les études sup, quoi. Donc voilà, si je dois avoir un peu des regrets, c'est des gens qui après coup me disaient, tu te rends pas compte, mais tu sais, quand tu me vannais, ça me blessait, qui me l'ont dit après, quand on est arrivé aux études sup, mais où j'ai eu l'occasion en plus en général de m'excuser. Donc, mais à part ça, j'ai pas trop de regrets sur ce qu'aurait pu avoir de dégueulasse ma masculinité. Voilà. Mais après, des fois, tu fais souffrir, c'est comme ça. Par exemple, des fois, quel que soit le genre. Si les gens s'attachent à toi, tu fais souffrir, c'est pas de ta faute. Est-ce que aujourd'hui, quand tu retraces un peu en arrière, tu vois des événements qui ont fait l'homme que t'es aujourd'hui, que ce soit des échecs, des réussites, des ruptures, des décisions que t'as prises sur ton parcours Comme ça, ce qui viendra à l'esprit, moi, c'est plus le rapport à l'humain, quoi. Je commence à m'habituer à être déçu, malheureusement. Voilà, je commence à m'habituer à pouvoir croire humainement en quelqu'un, à croire qu'il a des idéaux un petit peu plus élevés que la masse des gens et qu'il veut autre chose que de la lumière ou je sais pas, ou laver ou soigner son ego. Et c'est rarement le cas. Donc voilà, j'ai un socle de gens qui me paraissent être des gens bien autour de moi, mais j'ai assez de mal à l'élargir, quoi. Et souvent, quand je l'élargis, je suis un peu fatigué d'être déçu. Donc pour toi, c'est important les idéaux de la personne.
quand tu cherches des relations personnelles avec des gens, amicales ou autres? Au-delà des idéaux, moi, pour moi le cancer de notre époque, c'est les gens mentent, ils mentent énormément, mais en fait ils mentent parce qu'ils se mentent à eux-mêmes en premier lieu, c'est-à-dire qu'ils se mentent pour rendre le boulot auquel ils consacrent 40 heures par semaine acceptable, pour essayer d'en tirer une valorisation d'ego, pour trouver une place sociale quand ils discutent. Typiquement, moi par exemple, je comprends archi pas les gens qui sont au chômage et on voit qu'au bout de 3-4 mois, ils ont du mal à le dire en société, ils vont commencer à dire « je suis en transition », enfin c'est plein de verbiage et tout, alors qu'en soi, je trouve ça presque plus logique à revendiquer d'avoir tout son temps à soi à notre époque que de travailler comme la plupart des gens, sachant que la plupart des gens n'ont pas un travail qui leur ressemble, du moins qui les épanouit pas du tout. Et du coup, en gros, tout ça pour dire, moi j'ai beaucoup d'affection pour les gens qui s'assument tels qu'ils sont, avec leurs défauts. Et je dis, au-delà du mensonge des autres, souvent les gens mentent, mais ils s'en rendent pas compte parce que ils sont le premier interlocuteur de leur mensonge. Donc ouais, moi j'aime bien les gens qui réfléchissent vraiment à ce qu'ils vont faire eux de leur vie et qui l'assument, quoi. Et que quand ils sont dans une vie de merde, et si à un moment donné c'était de la merde, moi j'ai travaillé dans fait là les boulots de merde, et ben je disais j'ai des boulots de merde, mais ça me permet de me payer des vacances, ça me permet d'avoir du temps pour autre chose, quoi. Ouais, j'aime bien les gens qui s'assument, quoi, et qui sont lucides, qui se mentent pas. Et aujourd'hui, tu penses que c'est quoi qui te définit le plus, si c'est pas un métier du coup, dans ce que tu fais tous les jours, dans ce que t'es? C'est ma quête de liberté, je crois, mais c'est pompeux de ouf. Mais c'est un bel espoir. Enfin, c'est de reposséder mon temps, quoi. Quitte à rien en faire, et c'est souvent le cas, j'en fais absolument rien. Tu fais vraiment rien? Je fais très peu de choses. Ouais, je fais pas grand chose, quoi. Enfin, j'ai pas du tout des journées de. Non, je fais pas grand chose. Après, j'ai jamais. Même quand je travaillais, je faisais rien dedans, moi. Alors, on fait quoi quand on travaille pas? Bon, là, t'as un spectacle. Non, j'écris après quand même, j'ai des projets. Après, je réfléchis beaucoup à la vie, ça rend dépressif. Faut pas trop réfléchir à la vie. D'avoir trop de temps. Alors, si t'arrives à ne pas être dépressif en ayant énormément de temps pour toi, pareil, c'est un cap de vie. Parce que. Pareil, on s'en rend pas compte, mais les 40 heures où les gens travaillent par semaine, c'est 40 heures où ils sont dépossédés de temps philosophique à réfléchir au sens de la vie, est-ce que ça a du sens, tout ça, et c'est reposant quelque part. Et du coup, quand t'as tout ton temps pour réfléchir à ça, faut se méfier. T'es un angoissé, du coup? Angoissé, je sais pas. Non, je suis plutôt fataliste. Non, je suis pas dépressif. Ouais, non, je suis pas dépressif. Je suis plutôt de bonne humeur et j'arrive toujours à être content de ce que j'ai, quel que soit le niveau de ce que j'ai. L'autosatisfaction me sauve. Ma mère me disait souvent, mais toi, ça va, pas besoin d'être félicité, t'es autosatisfait. Donc, je me contente en général de ce que j'ai, mais ouais, écoute, je fais pas grand chose de mes journées. Je lis, je regarde des films, j'essaie de faire un peu de sport parce que j'ai une hygiène de vie dégueulasse. Et après j'écris quand même, j'écris des chansons, j'écris sous différentes formes, quoi. Voilà. Et ça fait longtemps que t'écris, non? Ouais, ça fait longtemps. Après j'écris très peu à l'époque, genre du collège, j'avais dû écrire quelques poèmes, un discours pour être délégué en 6e. Ça avait fonctionné. Et un mini-compte, bien sûr. Première élection. Première élection, le syndicaliste FO. Ils étaient traumatisés au conseil de classe, les profs. Je voulais sauver tout le monde. Pourquoi? Parce que je voulais sauver tout le monde pour de vrai. J'étais dedans. Je disais, mais lui, madame, vous ne connaissez pas sa situation personnelle, la vie de sa mère. J'étais dedans. Je faisais des vraies plaidoiries. Et du coup, mais j'avais très très peu écrit. En vrai, c'est vraiment. Après, j'ai eu un parcours un peu d'acteur, enfin d'interprète, et c'est vraiment là, à 22, 23 ans, alors que j'ai toujours su que je le ferais, que je me suis remis à l'écriture, encore une fois, parce que j'ai compris qu'en tant qu'interprète, même dans l'indépendant, t'es dépendant de l'auteur indépendant, et en gros, il n'y a que le fait de devenir auteur qui t'émancipe de tout le monde, quoi. Qui peut faire qu'avec que tu peux être payé, avoir une feuille, un stylo, et c'est une liberté absolument incroyable, ça. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, parfois. Ouais. Et surtout, c'est court-circuiter tous les intermédiaires. À partir du moment où t'écris, je te dis, t'as un stylo, une feuille, si t'as appris à écrire, c'est monnayable, quoi. C'est comme ça. Je vais parler un peu de Bonjour Tristesse. Enfin, j'ai des questions à te poser là-dessus. Ton personnage, donc, de Bonjour Tristesse, c'est un personnage qui est assez rustre, qui est tout en force, qui est outrancier. Est-ce que t'es comme ça en vrai? Non, c'est moi quand je veux plus parler. Voilà. Ça, c'est le pire c'est un peu le pire de ce que je pourrais être, et en même temps quelque chose qui représente assez mon type de personnalité. Schématiquement, je peux ressembler au personnage de Bonjour Tristesse. Si tu me lances avec un sarkozyste ou un macroniste à 2h du matin, après 2 bouteilles de vin, je pense que je ressemble grandement à ça. Après, sinon, en règle générale, j'ai plus de capacité d'écoute. Je n'envoie pas mes arguments de façon aussi péremptoire. Et j'ai beaucoup plus qu'en gros, c'est Mathieu Longat quand il a plus envie de discuter, quoi. Alors que dans la vie, j'ai envie de discuter et j'échange argument contre contre-argument. Et même avec quelqu'un qui est pas du tout d'accord avec moi, je vais essayer de faire un travail... Enfin, c'est le travail du débat, normalement, d'essayer de faire un travail pour que l'autre puisse entendre tes arguments, quoi. Donc c'est moi dans ce que je peux avoir de plus frontal, mais c'est très très réducteur, quoi.
Pareil, le côté gros mots, insulte, est-ce que c'est quelque chose qui te vient facilement dans le langage? Ouais, ça dans la vie, j'ai un petit syndrome de la Tourette, ça me vient très facilement. Et puis il y avait un côté aussi bout du ral-bol dans le personnage de Bonjour Tristesse, de dire ça y est, on n'a plus le temps, ça y est, avec lui, il faut lui casser sa gueule, verbalement toujours, bien sûr, lui, il faut lui casser sa gueule, donc il y avait un côté, ça y est, ces gens-là, on a trop parlé avec eux, fin de la discussion. Il y avait le côté débat tout seul, voilà. Ouais, c'est bien, quand il n'y a pas l'autre, on a toujours raison. Ouais, exactement. Mais du coup, le fait d'être sur la corde, est-ce que ça dévoile pas une sensibilité et montrer que voilà, tu peux toujours être, aller de l'autre côté, quoi, soit dans l'énervement ultime, soit dans les insultes, soit dans le fait de craquer totalement. Est-ce que tu te reconnais comme sensible? Je me reconnais comme sensible, ouais, dans la vie. En tout cas, j'ai appris à accepter le fait que je puisse avoir une sensibilité. Après, c'est pas toujours la colère que la sensibilité que ça va chercher, mais c'est vrai que voilà, schématiquement, sur ce qui est de l'action politique et de l'information politique, c'est en général plus ou moins ce que ça me fait. Hors codes sociaux, tu mets devant une télé face à BFM TV, je peux vite faire un truc qui ressemble à Bonjour Tristesse, quoi. Et d'ailleurs, quand j'ai la flemme ou quand j'ai pas le jus pour écrire, en général, je mets BFM 15 minutes et allez, c'est bon, à nos je peux stylos. recharger. Et ça t'arrive dans un débat de perdre tes moyens, d'être face à quelqu'un et de pas réussir à lui décrocher tout ce que tu fais face caméra dans une chronique? Perdre mes moyens. Après, dans la vie, de toute manière, ça va être très différent en termes de manière d'argumenter, etc. Mais perdre mes moyens, non. Après, tu peux toujours être opposé à des arguments que tu ne connaissais pas ou des informations que tu connaissais pas et qui semblent contredire ton discours et qui peuvent te déstabiliser sur le moment. Et après, non, c'est plus des fois où je peux... Voilà, vous savez, les gens me fatiguent quand tous les gens qui se mentent ou qui appliquent, il y a plein de gens qui réfléchissent pas par eux-mêmes et du coup si tu t'informes un peu, tu vois exactement leur type de pensée. Par exemple, je sais pas, sur la laïcité, les schémas de pensée printemps républicain, c'est des robots, les mecs, t'appuies sur un bouton, il y a une phrase, l'autre phrase c'est celle-là, tu connais exactement leur schéma, comme Caroline Forest avec l'islamophobie qui sera inventée par des mollahs iraniens. Il y a des trucs avec lesquels j'ai plus de patience parce qu'en fait c'est trop faux, ça se voit trop que c'est faux et ça a trop de nuisances sur notre société et je comprends pas la gratuité de ce type de complot ou d'attaque envers des communautés, quoi. Et il y a déjà quelqu'un qui a réussi à te faire changer d'avis ou à un moment t'es dans une discussion et tu te dis ah putain en fait... Ouais, plein de fois on m'a fait changer d'avis dans la vie. Non, et j'ai plein de choses qui sont très évolutives, notamment en termes de spiritualité ou de choses, ou de rapport au surnaturel, par exemple. J'ai beaucoup changé mon rapport au surnaturel sur l'étendue de ma vie. C'était des choses auxquelles je suis très fermé et auxquelles maintenant c'est pas forcément j'y crois ou en tout cas j'ai pas d'avis, mais c'est plus quelque chose auquel je suis fermé. En tout cas j'écoute très sérieusement parce que j'ai vu des choses qui... C'est-à-dire surnaturel, ça montre... Je sais pas, par exemple moi je connais des gens qui font des rêves prémonitoires et voilà, c'est comme ça, ils font des rêves prémonitoires, c'est comme ça, ils font des rêves prémonitoires, je l'ai vu. Ça a été prouvé par mon expérience personnelle, donc je peux pas nier que les rêves prémonitoires n'existent pas si factuellement ça m'a été prouvé que ça existait, quoi. Voilà. J'ai arrêté ce truc un peu d'athéiste intégriste qui dit que rien de non rationnel peut arriver. J'ai vu des choses, j'ai vu des probabilités se réaliser. Et religion, c'est complètement différent. Non, complètement. Et d'ailleurs, j'associe pas les deux, mais je veux dire, ce truc de... Ouais, je crois au fait qu'il y ait des choses un peu inexplicables, et même mathématiquement en termes de probas, mais je pense qu'on en a tous, si on réfléchit dans notre vie, des probas qui ne doivent pas arriver, qui nous sont arrivés, des croisements de gens qu'on a croisés à l'autre bout du... Bon. Qu'est-ce qu'on apprend de la masculinité quand on observe les hommes politiques comme tu le fais? Est-ce qu'il y a des choses qui en ressortent? À part la marginalisation des femmes, mais c'est pas que chez les hommes politiques. Je pense pas que c'est des choses qui se discernent forcément, enfin du moins même elles se discernent pas ou peu à travers ce qu'on va voir d'eux dans les médias, mais je pense que dans la masculinité sexuelle, il y a un truc particulièrement dégueulasse dans une certaine caste de pouvoir, en tout cas des hommes politiques puissants. Ils semblent avoir un rapport, c'est même plus animal, je sais pas comment expliquer, un rapport mécanique par exemple à leur rapport de pouvoir sur les autres et particulièrement sur les femmes. J'ai l'impression que il y a une déshumanisation qui se crée arrivé à un certain stade de pouvoir. Donc je pense que ça dit, ouais, de ce qu'on voit des politiques, ça dit que la masculinité se fait dans l'entre-soi masculin quasi systématiquement et se porte au mieux plus elle est entre hommes. Après, malgré tout, il y a des modèles différents, même si on a tous envie de les mettre dans le même panier. Bien sûr, il y a des modèles différents de masculinité et ils peuvent représenter un éventail... et varié de ce que ça raconte de la masculinité. Et d'ailleurs, en politique, on retrouve très rarement une masculinité virile, du moins en France. Plus, par exemple, aux États-Unis, ça arrive, mais j'ai l'impression qu'en France, c'est pas du tout un créneau porteur en termes de masculinité. Pour faire carrière dans le politique, d'aller chercher une virilité, par exemple, il n'y en a quasiment pas. Un DSK, on a failli... Ouais, mais c'était de la... Je sais même pas, c'est son sadisme qui est ressorti, je sais même pas si c'est de la virilité. Est-ce qu'il y a un homme politique qui incarne bien une masculinité positive, selon toi? Est-ce qu'il y en a... Là, tout de suite, je sais pas.
Non, je crois pas. Il y a eu Robert Badinter. Pour moi, mais après, je sais pas, parce que même j'ai du mal à associer ça au masculinisme. Mais encore une fois, vu que j'associe le fait d'être un bonhomme au fait d'être quelqu'un d'honnête et de pas se laisser soumettre et d'être capable de dire ce que tu penses et de t'opposer, voilà, on en revient au rapport à la liberté. Et je trouvais que lui, il avait ce truc-là de pouvoir aller contre une société, se lever le cul, écrire des vrais arguments et d'avoir le courage de se lever pour un cas qui ne le concernait pas personnellement, ce qui devrait être un peu le travail des politiques en règle générale d'ailleurs. On a les hommes politiques que le monde entier nous envie. Hein. D'ailleurs, ils pourraient les prendre, mais ils viennent pas les chercher. Je sais pas ce qu'ils foutent. Il y a le champ lexical du sexe qui est super présent quand tu parles de politique. Ouais. Est-ce que c'est vraiment aussi désagréable dans la vraie vie, le sexe, que ce que tu dis quand tu le compares à la politique en France Non, alors j'ai remarqué ça, effectivement, même dans le spectacle, alors que c'est très inconscient. Ça a l'air douloureux, quoi. On se fait tous, Non, c'est le sexe non consenti qui est douloureux, mais je crois que la société est d'accord là-dessus. Le sexe non consenti, c'est désagréable. Et c'est un peu... après, utiliser le terme baiser, c'est un peu ne pas... Ouais, en fait, le fait que le non-consentement est induit quand je fais des métaphores sexuelles avec les politiques. Donc c'est pas le sexe, non, qui est à mes yeux quelque chose de très agréable et d'absolument nécessaire à l'équilibre mental même, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes. Non, c'est plus le sexe forcé, ça a l'air quand même beaucoup moins agréable que le sexe consenti. Est-ce que, sans transition, même s'il y en a une, tu te considères comme quelqu'un de romantique ? Malgré les mots assez crus, mais c'est pas forcément incompatible d'ailleurs, mais qu'on peut entendre... Ouais, je me considère romantique. Je pense que t'es romantique tant que tu as l'espoir que la figure qu'on nous fait de manière littéraire, ou tu sais pas du coup si ça vient de l'histoire, si des hommes l'ont vraiment vécu, donc est-ce que la littérature s'est inspirée de la vie ou pas, mais en gros, pour moi, tant que t'as l'espoir que une personne existe et est susceptible de te compléter, t'es un romantique. Et quand le jour où t'abolis cet espoir, t'es un pragmatique. Tu parles pas mal de la galère des applis, enfin pas mal, c'est revenu plusieurs fois dans ton spectacle. Est-ce que c'est quelque chose que tu expérimentes, la séduction via appli, Tinder, tout ça ? Non, pas du tout. J'ai jamais utilisé, et je crois que maintenant c'est tard, c'est trop tard, je suis cuit. Mais après, c'est pas du tout quelque chose forcément que je diabolise. Moi, j'ai du mal avec le rapport consumériste du sexe. Enfin, j'ai un rapport à l'intimité quoi. C'est vrai que j'ai du mal, faire l'amour à un inconnu après 4 clics et 5 échanges, c'est quelque chose que je conçois pas du tout, mais que je respecte et qui semble faire part de notre société, quoi. Après, moi, je suis incapable de... Ouais, en fait, c'est des codes qui me sont complètement étrangers, et le travail psychologique que ça me demanderait de m'adapter est beaucoup plus fatigant que d'aller commander un demi et parler à la personne qui est à côté de moi. Donc, je pense que j'ai toujours considéré que la vie était un terrain de jeu assez large pour moi, pour pas que j'aille sur les applis. Après, pour les gens qui ont des profils timides, pour les gens qui ont un rapport de consommateur à la sexualité, et pour les gens aussi plus vieux, j'ai l'impression que ça a été tout un monde qui s'est ouvert pour les gens qui se retrouvent seuls à 40, 50 ans. Enfin, je nie pas du tout l'utilité de ces applis, et ça me paraît bien qu'après, il y a des comportements absolument lunaires dessus, et qui racontent beaucoup, je trouve d'ailleurs, que ce soit de l'homme, des femmes, et de notre époque. Disons que il y aurait un jeu artistique à en créer, mais je connais sans avoir pratiqué, quoi. Et du coup, la séduction, c'est quelque chose de facile pour toi ? Non, c'est pas facile. Même pas depuis que t'es un peu connu ? Non, mais ça change rien. Non, ça allait avant. Non, ça allait. Ça va, j'étais plutôt... Enfin bref, je n'ai jamais ressenti de frustration en termes de séduction. J'étais chanceux dans la vie. Après, non, c'est pas quelque chose de facile, parce que moi, les rapports sociaux, c'est pas quelque chose de facile. Je fonctionne un peu différemment. Moi, j'ai une théorie, je pense qu'on a tous un degré. Enfin, en gros... on traduit mal ce qu'est l'autisme. Je pense on dit t'es autiste ou t'es pas autiste. Moi, je pense qu'il y a là les degrés d'autisme. Moi, par exemple, je pense que j'ai un léger degré d'autisme. Et du coup, bref, les interactions sociales, les codes sociaux, c'est pas forcément des trucs auxquels je suis hyper familier. Et la séduction fonctionne beaucoup avec des codes. Parce que t'es plutôt frontal ? Non, parce que moi je vois pas. Non, moi je peux me retrouver à traîner avec une meuf pendant 2 mois et sans comprendre qu'elle me plaît, sans comprendre que je lui plais, par exemple, en me disant on est grave potes et qu'elle veut m'embrasser et que en fait elle ait l'impression que j'ai envoyé des codes alors que pas du tout. Pour moi on était potos. En gros c'est ces codes de séduction là, ce qui se fait. Moi par exemple je crois vraiment à l'amitié homme-femme, donc ce qui se fait ou ce qui se fait pas, par exemple avec une fille que tu viens de rencontrer mais avec qui tu ne comptes pas coucher, j'ai pas l'air, enfin je sais pas me comporter différemment, quoi. Si je te trouve sympa je vais être sympa, et après j'ai du mal à traduire, même moi, à traduire le fait que je désire la personne, quoi. Donc ça m'est pas simple, mais ça m'est pas compliqué non plus. Je survis, ça c'est...
Ça se fait quand même souci, assez naturellement. Non, c'est pas un souci. C'est naturel. pas un truc avec lequel, voilà, je suis pas du tout. Comment il s'appelait le film avec le mec qui apprenait à séduire? Ah oui, avec Will Smith là. Ouais, Hitch ou un truc comme ça, non. Ouais. Bon bref, pas du tout. Je suis pas du tout un professeur en séduction, j'y comprends rien, mais ça ne me pèse pas dans la vie, quoi. Tout va bien. Mais le film qui d'ailleurs a été un peu, maintenant qu'on est dans tous ces débats de rapport homme-femme, il a été un peu montré du doigt. Complètement. Assez sexiste quand même. Ouais. Complètement sexiste. Mais... Ouais. Dans ton spectacle, tu dis, et avec humour, à quel point tu t'estimes heureux d'être un homme blanc. Ouais. Y a homme dedans, enfin blanc. J'ai pas non plus de mal à imaginer pourquoi tu peux t'estimer heureux, même si tu le dis avec humour. T'as jamais eu de complexe lié à ta condition d'homme? Tu t'es toujours dit, je suis à la bonne place? Je me suis jamais posé la question. Ouais. Mais ça a l'air d'être assez serein, ton rapport au fait d'être un homme et tout ça. Mais après, moi, je suis très basique. Je me suis réveillé, on m'a dit, garçon. Puis, voilà. Bon, bref. De toute évidence, anatomiquement, j'étais un homme. Et non, j'ai toujours été à l'aise dans mon identité d'homme. Après, je sais pas, j'en ai pas vraiment projeté d'autres. Enfin non, trop fatigant. Moi, être une femme, horrible. Le stress horrible. Les rapports avec les hommes, des fois tu mets 6 mois à comprendre que la personne est gentille parce qu'elle veut te baiser, trop insupportable. Le rapport de séduction avec les hommes, pas supportable. L'angoisse, moi j'ai un terrain paranoïaque alors que je suis un homme. Alors si j'étais une femme, je vivrais dans l'angoisse, je marcherais jamais tout seul. Ma vie, elle serait hyper compliquée. Et après, voilà, le rapport à l'homme blanc, c'est parce qu'on se fait jamais contrôler. On trouve du travail, on trouve des appartements. Voilà. Entre autres. On est bénéficiaire du système raciste, quoi. Est-ce que tu te projettes dans l'homme que tu voudrais être plus tard? Est-ce que tu te vois papa, grand-père? Est-ce que c'est être un artiste? Est-ce que tu as une vision un peu, une prémonition, comme tu me dis? Moi, j'ai toujours su que je travaillerais pas. Voilà. Depuis que j'ai 17 ans, je l'ai dit, je travaillerais pas, jamais. Après, j'ai travaillé. Mais c'est après une expérience de boulot où tu t'es dit c'est non, pas du tout. Non, moi, ça m'a paru tout de suite évident que, genre, cette espèce d'escroquerie de société de dire trouver un boulot qui vous plaît, je crois pas du tout à ça. C'était les métiers de tes parents ou de ta famille autour de toi où tu te disais, ah non, moi, je veux pas de cette vie-là? Enfin, c'était un non, peu franchement, modèle. pas. Après, dans le rapport au travail, pour certains membres de ma famille, oui, dans le fait de s'offrir autant à une société qui te jettera comme une merde. Mais je pense que ça, on est beaucoup de notre génération à avoir analysé le rapport aux entreprises de nos parents et à s'être dit on reproduira pas ce schéma, avoir compris quelques trucs en avance, quoi. Après, non, moi, j'ai toujours vu beaucoup vu. C'est les premiers. Après, j'étais toujours été fainéant, mais même c'est Hegel, je crois, qui a écrit sur l'aliénation au travail. En gros, le concept d'aliénation au travail m'a passionné tout de suite. Première vez, je dis mais c'est ça, voilà, les gens se convainquent d'une autre. En gros, on leur impose une fiction, mais qui n'est pas le. Moi, je croirais jamais que c'est la vie de se laisser déposséder de son temps. Donc je me vois avec tout mon temps et en espérant faire des choses cool et j'espère toujours entouré d'un socle de famille et d'amis. Après, en termes de projection de famille, c'est pas quelque chose que je forcerais. Si un jour j'ai trouvé quelqu'un avec qui je sens que la confiance et l'amour est tel qu'on peut essayer de se prolonger nous-mêmes. Mais ce sera qu'on est vraiment bien, parce que les couples qui sont horribles et qui décident de faire un prolongement de leur horreur pour essayer de sauver leur horreur qui est déjà condamnée, j'essaierai d'éviter ces schémas-là. Voilà. Si vous avez aimé et que vous écoutez Bonhomme sur une appli de podcast, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à commenter. Si vous écoutez sur Audible ou Spotify, c'est super, partagez. Si vous écoutez sur YouTube, vous pouvez liker, partager et commenter. On prendra le temps de vous répondre. C'était Victoire de la Maisonneuve et on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode de Bonhomme. À bientôt.